ne va plus dans des centres de désarmement des ex-combattants des groupes armés séparatistes, notamment celui situé à Buea dans la région du sud-ouest. Ces ex-combattants sont sortis dans la rue pour dénoncer des mauvaises conditions de vie et d'encadrement bien loin des promesses non tenues de réintégration sociale faites à ces jeunes. Ils ont barricadé la voie publique pour attirer l'attention du gouvernement. Écho d'une journée sous haute tension à Buea, c'est à suivre en ouverture de ce journal. La capitale économique est-elle sous la menace d'une attaque terroriste? De violentes détonations ont suscité la frayeur dans le 5e arrondissement de Douala. Elle provenait d'une manipulation dangereuse d'engins explosifs improvisés. Enquête ce soir sur les réels objectifs des individus impliqués dans la fabrication et la manipulation de ces bombes artisanales. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des centres de désarmement et de démobilisation jouent-ils vraiment leur rôle dans le processus d'intégration et de réinsertion des jeunes ex-combattants des groupes armés séparatistes? La question se pose ce lundi, jour de grogne à Buea, jour de grogne de ces ex-membres des groupes armés séparatistes. Ils ont posé des barricades sur la voie publique pour dénoncer de mauvaises conditions d'encadrement et des mauvaises conditions de vie. Les promesses de réinsertion sociale n'ont pas été tenues. Jusqu'ici, ils peinent à se nourrir, disent-ils. Malgré l'intervention des autorités administratives et d'un cordon de sécurité, les autorités ont eu du mal à faire baisser la colère de ces ex-combattants des groupes armés séparatistes à Buea. Le récit des faits avec Cédric Ding. Barricade dressée, la Gold Star Institute de Buea aura connu une scène des plus étranges. Des jeunes du centre de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sont sortis dans les rues afin de manifester leur mécontentement quant à leur prise en charge et réclamer une réinsertion plus efficiente au sein de la société. Nous sommes là depuis le nombre de mois qu'on nous a dit qu'on devait passer ici. Mais depuis tout ce temps, nous n'avons pas été réintégrés dans la société. On nous a promis de nous réintégrer après 6 à 7 mois. Mais nous sommes ici depuis plus d'1 an. On veut partir. On veut pouvoir se débrouiller, se reconstruire une vie. Ici, on ne peut rien faire, ni envoyer quelque chose à nos familles qui sont restées dehors. Nos femmes nous ont quittés, nos enfants souffrent hors d'ici. Ces derniers ont bloqué les axes routiers. La descente du secrétaire général de la région du Sud-Ouest en compagnie des forces de gendarmerie pour tenter d'apaiser les mutins n'aura pas réussi à calmer ces derniers. Un mouvement d'humeur qui intervient alors que le gouvernement milite pour un dépôt des armes des séparatistes et pour leur intégration dans les 10 centres de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. De violentes détonations ont fait perdre le sommeil aux populations résidant dans le 5e arrondissement de Douala. Ces explosions sont survenues dans une banlieue densément peuplée. Les victimes sont 2 jeunes retrouvés impliqués dans la manipulation des engins explosifs improvisés. L'un d'entre eux est décédé des suites de ses graves blessures à l'hôpital général de Douala. Dès lors, des questions se posent. Comment ces jeunes ont-ils pu fabriquer ces engins explosifs improvisés? Quelles étaient leurs intentions? Étaient-ils membres d'une cellule dormante terroriste dans la ville de Douala? Élément de réponse avec Cédric Chouna, Mathilda Kemazou et Donald Brice Kamgan. Sur cette vidéo amateur, les 2 hommes brûlés au 3e degré par l'explosion. Dans un état critique, ils sont transportés pour l'hôpital général de Douala. Dimanche après-midi, de fortes détonations sont entendues dans cette concession. À ce moment-là, l'une des 2 victimes de l'incident est dans sa chambre, son ami dans la cour. Je suis sorti, j'ai vu le premier gars. Il était ici, que le feu lui est pris partout. Je suis sorti de là-bas dehors, commencé à crier qu'il y a problème, pardon, venez nous sauver. Dans un premier temps, les voisins pensent à un simple incendie. Mais l'essentiel, c'est d'abord d'éteindre les flammes et porter secours aux 2 brûlés. Ils étaient déjà brûlés. Ils sont sortis, on les a fait sortir, on les a portés, jetés devant la cour. Ils ne parlaient plus.
C'est avec l'arrivée des forces de maintien de l'ordre que le dispositif électrique donne des précisions sur la nature de l'incident. Il s'agit d'un engin explosif improvisé. Dans cette vidéo, on aperçoit une dizaine de batteries, des cartouches composant le dispositif. Un seau de poudre à canon sera également retrouvé plus tard. Que faisaient ces deux jeunes dans cette chambre? Le flou persiste sur la nature de leurs activités. La piste d'un lieu de fabrication de bombes artisanales est évoquée. Des interrogations également sur les intentions derrière ces activités. D'après le voisinage, les deux jeunes étaient arrivés du nord-ouest il y a quelques mois. Après cette explosion à Bépanda, lieu du peuple, la sérénité n'y est plus que relative. Nous, on a peur que ce qui se passe ailleurs arrive ici. Nous, on a vécu ici pendant longtemps sans rien, quoi, sans même un taux comme ça. Non. Maintenant, quand c'est le boum boum là... Pour des besoins d'enquête, une demi-dizaine de personnes ont été interpellées après l'explosion, pendant que d'autres ont été entendues. Les forces de sécurité gardent un œil vigilant sur le lieu de l'incident. L'un des deux brûlés a rendu l'âme lundi matin. Après avoir rendu hommage au nom du gouvernement de la République sur le site du drame à la falaise de Tchang, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibéhé, annonce une batterie de mesures qui n'a pas convaincu tous les acteurs du transport. En plus du renforcement des contrôles mixtes, la dotation des radars semi-portatifs et la mise en place d'un engin de remorquage des véhicules en panne, des syndicalistes exhortent le gouvernement à s'attaquer à la corruption dans le secteur des transports. D'autres détails avec le Claire Sakem. Deux temps forts ont marqué la visite du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé, dans la région de l'Ouest. La pose d'une gerbe de fleurs au lieu du drame, suivie de la visite de reconfort aux rescapés à l'hôpital des districts de Tchang et à l'hôpital régional de Bafoussam. C'est un moment assez émouvant. Je dirais même très émouvant pour nous d'être venus ici aujourd'hui. Vous êtes tous sans ignorer la douleur que connaît notre pays depuis 30 jours. Après cet incident malheureux, le chef de l'État a pris à bras le corps ce problème et a décidé de prendre en charge la totalité, je dis bien la totalité des frais liés à cet incident. Nous sommes donc envoyés ce jour, nous sommes en mission du gouvernement, sur très haute instruction du chef de l'État, pour d'une part venir dire une fois de plus avec force ce qu'il avait déjà dit, c'est-à-dire la compassion du gouvernement et apporter notre soutien aux familles endeuillées et notre réconfort aux victimes. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, qui est toujours en droite ligne avec la première, c'est de venir ici avec les autorités administratives pour nous assurer des mesures qu'il conviendra de prendre en pareille circonstance. Le ministre des Transports et les acteurs du secteur de transport se sont retrouvés dans la salle de la délégation départementale de transport pour la Ménois pour une séance du travail. Au sortir des échanges, plusieurs résolutions ont été prises, à savoir la mise en place d'une brigade de contrôle mixte, gendarmerie, police et prévention routière, la dotation de 2 radars semi-portatifs de dernière génération, opérationnels de jour comme la nuit, sur les axes Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam, passant par Tchang. La mise à la disposition à la région de l'Ouest d'un engin pour enlever les obstacles aux véhicules mal garés. Si ces résolutions trouvent un écho favorable près des syndicalistes, ceux-ci déplorent la précarité qui caractérise le secteur de transport dans la région de l'Ouest et la mauvaise qualité des infrastructures routières. Des patrons qui sont dans cette logique de jonglage. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un bus de transport interurbain, on prend un bus neuf, on arrache les plaques sur nos vieux bus, on fixe, on a la visite technique. Ça peut être technique à Bafoussam. On rentre, on remonte la plaque du bus. On reprend un autre vieux bus, on dépose en route avec la plaque du bus neuf. Ça voyage. Le lendemain, la même plaque, ils iront faire la visite technique à Bouddha pour faire voyager le bus. Nous avons eu un cas sous la main dernièrement où on nous a appelé, où un bus est arrivé au contrôle technique avec une carte grise. Et en frappant la machine, on se rend compte que le même numéro venait de passer, ça ne faisait pas 2 mois. Ça a créé des problèmes. Ils ont créé le mouvement, ils sont partis au bus ailleurs, faire le contrôle technique. Et c'est autant de choses que le bus devait être regardant là-dessus. Les états de route, oui, mais il y a les contrôles routiers. On peut expliquer comment qu'un camion peut arriver avec du carburant et on sait que c'est du carburant trafiqué, on laisse circuler. Ça part
de Makba pour faire l'accident à Sancho, étant escorté par ceux-là qui sont censés mettre fin à ça. Nous avons de très bons textes à notre République, mais l'application fait problème. Le bilan de l'accident de la falaise de Tchon, au dernier comptage, s'est alourdi, passant de 53 à 55 morts. D'autres cas graves ont été transférés à l'hôpital général de Douala. Dans un premier temps, le gouvernement attend à envisager l'encadrement des voyages de nuit après ce grave accident suivi d'un violent incendie survenu à la falaise de Tchon. Cette mesure gouvernementale a suscité de vives critiques au sein de l'opposition. Ils ont dénoncé les acteurs politiques, le fait que c'est une fuite en avant de la part du gouvernement qui ignore les causes profondes du drame survenu sur la falaise de Tchon, notamment cette camionnette transportant du carburant issu de contrebande et qui bénéficiait d'un accompagnement de la part des hommes en tenue, mais aussi le problème des infrastructures routières et la lutte contre la corruption dans le secteur des transports. Cependant, ceux qui sont membres du parti au pouvoir estiment que le gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie de ses concitoyens. Le regard croisé des politiques sur la gestion après ce grave accident, c'est avec Flavien Valondongo. Interdiction des voyages de nuit sur les axes Douala-Bafoussam ou Bafoussam-Yaoundé suffirait-il à réduire le nombre d'accidents sur nos routes? Cette mesure, née au lendemain du drame de la falaise de Foréké à l'ouest du Cameroun, suscite un débat contradictoire au sein de la classe politique au Cameroun. Le problème n'est pas qu'on circule la nuit ou qu'on circule le jour. Le problème, c'est est-ce que l'État prend suffisamment ses responsabilités. Il y a une loi sur la liberté d'aller et venir. Le ministre des Transports ne peut pas prendre une décision de restreindre cette liberté. Ce serait une décision qui viole la loi. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir sur les causes réelles des accidents. Des accidents, on en compte tous les jours sur nos routes. Le Social-Démocratique Front pense qu'il faut des mesures fortes et non cosmétiques, par exemple l'interdiction des voyages de nuit. Au sein du parti au pouvoir, l'on estime que la réduction du taux d'accident n'incombe pas qu'aux décideurs. C'est élémentaire de venir dire que le ministre des Transports va violer la liberté d'aller et de venir alors qu'il y a des mesures de police. On dit de ne pas faire de surcharge, on dit de ne pas ramasser les gens en route. Ils auraient pu prendre des terroristes et que ceux-ci allaient, n'est-ce pas, abattre tous les voyageurs. Il y a ce cas. Donc c'est un incident qui arrive de manière naturelle. Ça ne veut pas dire que vous allez impliquer l'État. Pour le MRC et alliés, le gouvernement est au cœur de tous ces scandales. Le mauvais état des routes, le non-respect des contrôles routiers de qualité par des fonctionnaires véreux, tout cela rentre dans les causes des morts enregistrées sur nos routes et non l'interdiction des voyages de nuit. Ce ministre sait pertinemment que dans la culture des populations de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les voyages de nuit font partie de leurs habitudes de vie. Est-ce que ce ministre pouvait dire la même chose, faire la même déclaration, s'il s'agissait d'un grumier qui aurait causé des morts sur une route de Bélabo, à l'Est? Nous pensons que le ministre doit instruire une enquête qui soit indépendante sur tous les cas d'accidents similaires et à ce que la justice soit rétablie. Le cas de la falaise de Foréké dans le département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun, avec une cinquantaine de morts, rappelle celui survenu presque au même endroit en 2018, ayant fait une trentaine de morts. Des acteurs politiques qui s'indignent suggèrent qu'il y ait plus de mesures permettant de réduire des accidents sur nos axes routiers. Les logements sociaux de Mbanga Bakoko seraient-ils fin prêts pour accueillir les Camerounais acquéreurs de ces espaces? 9 ans après le démarrage de ce projet, les aménagements les plus importants n'ont pas toujours été faits. Parmi les blocages figurent des ventes illégales des logements sociaux aux opérateurs privés et l'incompétence de certains prestataires chargés de construire les différents appartements. C'est le constat que font Jean-Paul Chouniat et Innocent Abega dans ce reportage. 9 ans après le lancement des travaux de construction des logements sociaux au Cameroun, le chantier de Mbanga Bakoko a largement dépassé les délais de livraison, empêchant ainsi de nombreux acquéreurs d'intégrer leur maison. Face aux plaintes récurrentes des futurs propriétaires qui peinent à comprendre ce qui coince, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain,
et à Douala pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de mouton à 5 pattes. Premier fautif dans ce retard de livraison des logements sociaux, les PME camerounaises qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Depuis mon dernier passage, nous encourageons les programmes des PME camerounaises qui nous ont fait défaut, qui ont empêché que le rêve du chef de l'État se réalise dans les délais. Et la face cachée de ces logements sociaux, désormais de construction à durée indéterminée, la voici. Plusieurs collecteurs des eaux usées en chantier sont à l'abandon. Célestine Ketcha-Cortez tombe à la renverse devant une vérité qui lui a toujours été dissimulée durant ses multiples descentes ici. La connexion de plusieurs immeubles au réseau électrique et d'eau courante ne sont même pas à l'ordre du jour. La ministre Ketcha-Cortez tenait donc à voir toutes ces réalités de près avant sa rencontre avec les acquéreurs abusés prévue ce 1er février. Nous sommes là pour voir l'évolution et surtout nous assurer qu'au terme de nos échanges, nous allons pouvoir donner des recommandations concrètes. Nous allons pouvoir loger les Camerounais. Devant cette détection des zones d'ombre à la finition des logements sociaux, Célestine Ketcha-Cortez croyait avoir tout vu. Erreur. C'est plutôt 2 représentants de ces cas immobiliers qui se présentent. Ils font savoir à la ministre Ketcha-Cortez qu'ils détiennent tous les papiers, leur donnant droit à ces 2 immeubles achetés à 400 millions de francs CFA du temps de son prédécesseur, Jean-Claude Mbouenchou. Une pratique contraire à l'esprit du projet des logements sociaux, rétorque Célestine Ketcha-Cortez. Les sociétés immobilières construisent pour accompagner l'État, pas l'inverse. Quand l'État construit, subventionne, vend moins cher et la société immobilière prend et les Camerounais sont dans la rue. À la réunion de débriefing à la communauté urbaine de Douala, la ministre Célestine Ketcha-Cortez a clairement dit aux représentants de ces cas immobiliers de constituer les dossiers pour le remboursement de leur argent auprès de la Caisse autonome d'amortissement. Voilà donc autant de magouilles qui torpillent depuis des années l'accès des citoyens lambda aux logements sociaux au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le développement des incubateurs d'entreprises publiques et l'accompagnement de l'entrepreneuriat jeune ont mobilisé un financement de l'ordre de 4 milliards 60 millions de francs CFA. Ces chiffres du ministre des PME, Achille Basilekin III, illustrent des besoins importants pour assurer la pérennité des PME dans un contexte où elles sont frappées à la fois par la crise sanitaire et les effets dévastateurs de la crise anglophone. Autre explication avec Joël Essengue et Ike Cyril. C'est l'heure de l'évaluation au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat avant d'entrer dans la nouvelle année budgétaire. Pour 2020, selon le MINMESA, un accent a été mis sur l'opérationnalisation des incubateurs d'entreprises publiques au Cameroun. En 2020, il m'a été donné de visiter un certain nombre d'incubateurs, des universités aussi bien à Douala, Kangaoundéré, et naturellement l'école polytechnique ici à Yaoundé, Subvalor. Et nous avons entrepris sur l'année 2020 d'apporter 60 millions d'accompagnement à l'incubateur de l'école nationale supérieure polytechnique pour dynamiser davantage le rayonnement de cet incubateur. La promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes aura également préoccupé le MINMESA au cours de l'année qui vient de s'achever. Achille Basilekin III cite notamment le coup d'accélérateur donné à la pépinière nationale pilote d'entreprise basée à Edea, dans la Sanaga maritime. Une première promotion a gradué de cette pépinière pilote le 22 juillet 2020 et nous avons sous la main 18 pépins qui ont vu leur projet porté à maturation. Ces projets dont le coût global avoisine les 4 milliards présentent des potentialités d'un retour sur investissement à moyen terme de l'ordre de 110 milliards de francs. Si l'année 2020, selon le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, a été marquée par la finalisation de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, reste à mener des actions concrètes sur le terrain. Pour 2021, le MINMESA annonce une embellie dans la dynamique de transformation économique et structurelle du Cameroun. Avec l'Université des Trois-Rivières au Canada, qui a été affectée à cette tâche de consultation, il s'agit de voir exactement comment les dispositifs d'appui financier et non financier sont opérationnels. Qu'est-ce qui peut être amélioré
pour que finalement la PME puisse se nourrir en fait d'un dispositif d'accompagnement qui soit à la hauteur des attentes, des besoins dans notre écosystème, mais aussi que finalement certains obstacles soient levés avec efficacité pour que les promoteurs de PME puissent développer leur activité en toute sérénité. Après diagnostic, il ressort que d'importantes ressources devront être mobilisées afin d'accompagner les projets de développement entrepreneurial au Cameroun. Les opportunités et possibilités de financement meublent les débats de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui se tient à Yaoundé. Dans l'escale internationale, le gouvernement centrafricain qui rassure l'opinion publique nationale et internationale sur les mesures sécuritaires prises afin de faire face à des mouvements rebelles dans plusieurs localités, ce qui n'est pas l'avis de ces groupes rebelles qui disent eux aussi gagner du terrain. Et le responsable onusien en charge de la MINUSCA a indiqué que l'ex-président François Bozizé serait tenu responsable de ces différentes attaques perpétrées dans plusieurs localités de la République centrafricaine. Et sur le reste du continent, quelle est la dernière actualité? Je vous invite à suivre cette mouture internationale signée Nadine Yambou. En République centrafricaine, la crise sécuritaire et humanitaire inquiète de plus en plus. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les multiples attaques des groupes rebelles ont entravé l'accès à l'aide humanitaire et de nombreuses personnes, à ce jour, vivent dans des conditions désastreuses. Plus de 200 000 personnes ont fui le pays depuis le déclenchement du conflit en décembre dernier. L'agence onusienne indique que de nombreux déplacés sont parfois contraints à des faveurs sexuelles contre de la nourriture. D'après des leaders d'opposition, il est difficile de se mouvoir sans escorte militaire dans les rues de Bangui, encerclées par des groupes rebelles. La crise en RCA était au cœur du mini-sommet des représentants des pays africains de la région des Grands Lacs en Angola. Les chefs d'État présents ont appelé à un cessez-le-feu et demandé aux groupes armés de faire profil bas. Toujours sous le coup d'un embargo sur les armes lourdes, la Centrafrique plaide pour une levée de cette mesure pour lutter efficacement contre les groupes rebelles qui contrôlent les 2/3 du territoire. Les chefs d'État présents au mini-sommet de Luanda envisagent de soutenir la RCA dans cette demande auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. L'état d'urgence et le couvre-feu restent en vigueur dans le pays. La société civile et la classe politique appellent à une sécurisation du corridor Bangui-Garoua-Boulaye pour faciliter l'approvisionnement en vivres et denrées alimentaires. En Somalie, Mogadiscio, la capitale, une fois de plus frappée par une nouvelle attaque meurtrière contre un hôtel. Un véhicule piégé a tout d'abord explosé, puis 3 hommes armés ont pénétré au sein de l'établissement hôtelier, ouvrant le feu sur des clients. Il s'en est suivi des échanges de tirs entre forces de sécurité et assaillants. Au moins 9 personnes ont été tuées dans cette attaque revendiquée par des islamistes Chebab. Le gouvernement appelle le peuple somalien à s'unir contre le terrorisme. Cette nouvelle attaque intervient au moment où le pays s'apprête à organiser l'élection présidentielle. Et sur la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, au Ghana, le secteur éducatif subit de plein fouet les effets néfastes de cette crise sanitaire. Après 10 mois d'interruption de cours, plus de 200 écoles laissant sans voix 40 000 élèves et près de 3 500 enseignants au chômage. C'est ce que révèle une enquête menée par le service de l'éducation ghanéen. La plupart des établissements scolaires transformés en appartements meublés, auberges ou logements résidentiels. Pourtant, les écoles privées au Ghana constituent 49% des infrastructures et 33% de l'ensemble des inscriptions au niveau prétertiaire.
La communauté éducative lance un cri d'alarme pour sauver le secteur déjà confronté à d'énormes difficultés infrastructurelles aggravées par la pandémie de coronavirus. Si rien n'est fait, le taux de sous-scolarisation pourrait connaître une hausse inquiétante, surtout en zone rurale où l'accès à l'éducation reste un défi majeur. Le Ghana est confronté à une deuxième vague épidémique qui frappe beaucoup plus les jeunes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les ex-combattants dans le centre DDR de Buea, dans la rue. Ils n'ont pas été satisfaits de leurs conditions de vie et d'encadrement. Vous les avez écoutés, ça leur fait 1 an qu'on leur promet une réintégration dans la vie normale avec des appuis financiers, mais jusqu'ici ils ne voient rien arriver à l'horizon. Ils ont décidé de sortir, barricader la voie publique pour manifester leur colère contre ces promesses non tenues. Même l'intervention des forces de sécurité n'a pas dissuadé ces ex-combattants. C'était une journée difficile et sous haute tension à Buea, dans le sud-ouest. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Macantoni Akombon, Baristan Kamwalimen, il est là également Prince Joel Mukage et Augustin Wendou. Ce qui s'est passé cet après-midi à Buea était prévisible. Vous êtes surpris par ce qui